Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Quincy en partenariat avec Payflows. Alors ce matin, on va parler de gestion de trésorerie, de nouvelles pratiques, de nouvelles technologies. Alors la gestion de trésorerie, c'est un sujet qu'on nous a demandé parce qu'en fait, quand on lit notamment l'étude 2024 de la DFCG et le Price sur les priorités des directions financières, le sujet arrive en deuxième position. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises. Alors, ce matin, on a deux experts avec nous. On a Gladys. Bonjour Gladys. Bonjour tout le monde, merci. Qui est trésorière dans une belle licorne française qui s'appelle Spendesk, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui a construit la fonction trésorerie au sein de cette entreprise, notamment en utilisant la solution Payflows. Et puis on a également Romain Giraudot. Bonjour Romain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Donc, qui est account executive chez Payflows, qui est financier et trésorier de formation, qui a exercé assez longtemps avec cette casquette, et notamment chez Swile. Donc, j'imagine qu'il y avait beaucoup de flux là-bas. Il y en avait beaucoup, en effet, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, on va parler de gestion de trésorerie, de nouvelles pratiques, et aussi, on va faire une démonstration de la solution Payflows, qui est une solution assez innovante, qui vient un peu révolutionner le marché du logiciel en matière de gestion de trésorerie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Et moi, ce que j'aime bien dans leur solution, c'est qu'ils ont une approche un peu nouvelle. La solution est très interopérable. Et puis, j'ai perdu le fil. Oui, et puis ça va au-delà de la simple gestion de trésorerie. Donc, et ça, on le verra juste après. Avant de donner la parole aux intervenants, que je laisserai se présenter plus en détail et puis dérouler la présentation, un petit mot sur Quincy et puis sur moi. Donc moi, je suis un ancien expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai été associé et dirigeant de BDO France, un cabinet d'audit et de conseil, et je suis maintenant dirigeant et cofondateur de Quincy. Quincy, qui est le spécialiste du management de transition et du renfort opérationnel dans le monde de la finance, de la comptabilité et aussi de la trésorerie. Donc, on a un vivier de 1000 consultants triés et sélectionnés à votre service sur toute l'Europe. Voilà, c'était le petit mot. On va pouvoir démarrer juste pour le fonctionnement, pour tous les participants. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et je relayerai les questions au moment opportun. Voilà, et tout le monde, tous ceux qui participent ce matin auront accès au replay, donc que vous recevrez automatiquement à la fin de l'événement qui va durer 1 heure. Voilà, et je vous laisse la parole, Romain, Gladys, et peut-être partager la présentation. Ouais, je vais partager tout de suite mon écran. Et Gladys, peut-être je te laisse te présenter et ensuite je prendrai la succession pour me présenter un peu plus en détail à mon tour. Ça te va comme ça? Très bien, on fait comme ça. Faisons comme ça. Merci Romain, merci Frédéric et bonjour à tous une nouvelle fois. Je suis Gladys Moulumba, je suis trésorière depuis 5 ans. J'ai commencé en tant que stagiaire, puis ensuite trésorière dans un groupe industriel international qui s'appelle Alvest, donc à Paris, dans un contexte étranger, trésorerie décentralisée, avec des filiales un peu partout. Et donc j'ai travaillé avec l'outil de trésorerie Kiriba, que les trésoriers connaissent pas mal parce qu'ils sont bien présents sur le marché aujourd'hui. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à peu près sur cet outil pour le déployer en fait dans nos filiales à l'étranger. Parce qu'on avait des équipes finance dans chacune des filiales. Donc j'ai eu l'opportunité par exemple de partir aux États-Unis puis en Chine pour former les utilisateurs à cet outil. Et donc j'ai rejoint Spendesk il y a tout juste 1 an en tant que trésorière, donc création de la fonction trésorerie. Donc avant que j'arrive, il n'y avait pas du tout de fonction support dans ce département. Donc ma première mission, c'était vraiment de gagner en efficacité pour éviter de travailler sur des fichiers Excel qu'on connaît pas mal en finance,
mais qui n'est pas forcément l'outil le plus performant et le plus simple à manier, avec des formules qui peuvent parfois ne plus fonctionner. Donc ma première mission, c'était vraiment de trouver un outil, en tout cas une connectivité, nous permettant de consolider l'intégralité de nos comptes bancaires. Et puis, si je peux dire un petit mot sur Spendesk, que vous connaissez sûrement de nom en tout cas. Nous sommes donc le spécialiste de la gestion des dépenses en entreprise. On met à disposition une plateforme de gestion de notes de frais avec d'autres options aussi de traitement de factures et de paiement possibles depuis la plateforme. Aujourd'hui, on est présent dans plusieurs pays en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Merci Gladys. Donc, quant à moi, je suis Romain Giraudot. J'ai rejoint Payflows il y a 6 semaines, donc oui, c'est assez récent. J'ai rejoint Payflows pour mener l'effort commercial sur la partie trésorerie de notre plateforme financière. J'ai un parcours qui est un peu atypique. Pourquoi? Parce que il y a encore 3 mois, moi j'étais à votre place. Donc comme le disait Frédéric, je suis financier de formation et j'ai travaillé en trésorerie d'entreprise pendant une bonne quinzaine d'années. J'ai œuvré dans pas mal d'entreprises différentes. J'ai commencé par des très grandes entreprises du CAC 40. CAC 40, donc à travers Alstom et LVMH pour commencer. Et ensuite, j'ai eu de cesse que de réduire la taille des entreprises dans laquelle je travaillais, parce que le CAC 40, je crois, n'était pas tout à fait pour moi. C'était un peu trop siloté. Moi, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, un poste un peu plus polyvalent. Donc, j'ai rejoint des entreprises plutôt orientées ETI, mid-market. Je suis passé par les Galeries Lafayette. Je suis passé par une ancienne filiale de Saint-Gobain. Je suis passé par l'hôtellerie de plein air, le monde du camping, Vacances Select pour ceux qui connaissent. Et donc dernièrement, effectivement, j'étais chez Swile où j'ai monté le service trésorerie et les process trésorerie from scratch. Une super mission à Montpellier. J'y suis resté environ 4 ans. Et c'est chez Swile que j'ai eu effectivement l'occasion de découvrir Payflows. J'étais moi aussi, tout comme Gladys, un utilisateur par le passé de Kyriba. J'étais équipé à cette époque-là, en toute transparence avec vous, de Kyriba. Et donc, on a commencé à utiliser Payflows en bêta-testeur, donc à titre gratuit. Et puis, il y a eu un moment où on a envie de payer, parce qu'en fait, la solution, elle nous semblait plutôt très bonne, et elle remplissait beaucoup de cas d'usage qu'on n'avait pas adressés par ailleurs. Donc, à partir de là, on est rentré dans un processus commercial, et de manière parallèle à ce processus commercial, moi, je suis rentré dans un processus de candidature spontanée auprès de Payflows, parce que je crois énormément dans le produit, je crois énormément dans l'équipe. On aura l'occasion d'y revenir. Gladys en est une parfaite ambassadrice. Voilà pour mon parcours. Tu es tellement convaincu que tu as rejoint l'entreprise, ouais, ça. Voilà, c'est ça, c'est la conviction suprême. Alors, je ne sais pas si tous nos clients viendront travailler chez Payflows, ça va venir à un moment donné. Donc, peut-être pas. Je vais remettre la présentation. Frédéric, tu me dis si c'est OK, je passe en diaporama. C'est bon. C'est bon. Alors, avant de foncer tête baissée dans la présentation, moi, je voulais juste prendre 1 minute avec vous pour vous partager la vision de Payflows. Et j'aimerais que cette note d'intention, vous la gardiez en tête tout le long de la présentation, et que vous puissiez par vous-même juger à la fin de la présentation si ce que je vous aurais montré, si ce dont on aura parlé aura été en concordance avec cette note d'intention. Donc, la vision de Payflows, quelle est-elle? Elle consiste à vouloir libérer, j'y vais un peu fort, vous allez voir, les équipes financières du fardeau des tâches manuelles et des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, concrètement, comment on fait ça? Eh bien, on va faire ça en donnant accès à l'ensemble des équipes finances à une donnée financière qui soit centralisée et qui soit la plus automatisée possible. Comment on arrive à faire ça? Par quels moyens? Par le biais d'une plateforme financière que vous allez découvrir, qui est une plateforme qui a la typicité d'être totalement unifiée, quelle que soit la fonctionnalité par laquelle on rentre. On est toujours au même endroit, avec les mêmes codes visuels. Et on a la possibilité dans cette plateforme financière, je ne m'étendrai pas plus que ça, mais que vous le sachiez, de pouvoir s'interfacer avec le RP si l'opportunité existe. Voilà. S'il n'y a pas de RP, c'est pas un problème, et on arrive aussi à faire de très belles choses. En quelques mots, à propos de Payflows, donc on a en tout, dans le cadre de notre série A et de notre série d'amorçage, levé 25 millions d'euros depuis la création de la société. La société a été immatriculée en septembre 2022, donc vous voyez, c'est assez récent, on n'a pas encore 2 ans d'ancienneté.
Dernièrement, on a fait donc une série A qui nous a permis de rentrer un nouveau fonds d'investissement aux côtés de Rebit Capital et Deadline. Donc le fonds est Balderton. C'est un fonds qui, pour information, a suivi notamment des sociétés comme Revolut et GoCardless. Donc écoutez, on souhaite que ça nous porte chance et que ça nous permette d'accrocher ne serait-ce qu'un dixième de leur succès. Je pense qu'on sera déjà très très content. À propos donc de la solution de Payflows, alors je m'excuse, hein, les slides sont en anglais, mais je vous rassure, la présentation elle sera tout en français. Donc sur notre vision, nous, ce qu'on s'est dit en quelques mots, on a eu le sentiment que le stack financier pour les PME avait grandement évolué ces dernières années et qu'aujourd'hui les PME étaient extrêmement bien équipées. En parallèle, on avait les grandes entreprises qui historiquement avaient accès toujours, je dirais, aux meilleurs outils, qui avaient la possibilité même de faire des développements internes avec des produits in-house pour adresser leurs besoins. Et au milieu de tout ça, d'après nous, ben voilà, on a les ETI, on a le mid-market, qui sont un peu les oubliés et qui n'ont pas la chance d'avoir eu cette même révolution digitale dans le cadre des outils financiers. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on utilise tous des smartphones aujourd'hui avec des applications qui sont absolument formidables. Qu'on les utilise ou qu'on les utilise pas, en tout cas, elles sont extrêmement aisées en termes d'expérience utilisateur. Et nous, on a le souhait de pouvoir apporter cette expérience utilisateur, cette qualité, à l'intérieur d'un outil financier. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est en B2B et qu'on est sur un produit qui est extrêmement technique qu'on n'a pas la possibilité d'améliorer cette expérience utilisateur. À partir de là, on a fait le constat qu'on avait donc des organisations d'ETI et de sociétés de ce type-là qui avaient un logiciel comptable ou un ERP central avec des outils qui répondaient chacun à un besoin. J'ai un besoin de trésorerie, je prends un outil. J'ai un besoin d'achat, je prends un outil. J'ai un besoin de notes de frais, je prends un outil, etc., etc. Vous pouvez le multiplier par 5, 6 ou 7. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Nous, on prend le contre-pied total de ça et on vient dire qu'on vient être un acteur horizontal qui va venir adresser l'ensemble de la chaîne financière en partant des fournisseurs à travers le module achat, en allant jusqu'au poste client à travers un module d'order to cash qui arrivera bientôt. Et au milieu de tout ça, la trésorerie qui, pour moi, est le point central qui communique avec tous ces éléments. Nos clients, il y en a un qui est ici aujourd'hui à travers Gladys avec Spendesk, un demi si on me compte encore pour soi, et même si je suis plus membre intégrant de cette équipe. On a également d'autres beaux clients. On travaille avec une vingtaine environ, 20-25 clients pour être tout à fait transparent avec vous aujourd'hui. Les clients que vous voyez ici sont, je dirais, un petit peu nos flagships, ceux avec lesquels on a commencé à travailler quasiment depuis le début, qui sont les plus avancés en termes d'intégration et qui ont su nous faire confiance. Donc une ADN tech, comme vous le voyez, une ADN aussi, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est des entreprises qui, pour certaines, c'est le cas de Swile, c'est le cas de Spendesk, c'est le cas de Rizocar, qui est une filiale de Société Générale, qui sont des sociétés relativement régulées. Donc ça veut dire que le niveau de compliance auquel ces sociétés doivent faire face est assez élevé. Donc nous, on a considéré que si on était capable, dès le début, d'aller adresser un niveau de compliance aussi élevé, ça nous permettrait d'être assez à l'aise et assez agile dans notre capacité à adresser des problématiques d'entreprise, je dirais d'économie plus traditionnelle. En quelques mots, très rapidement, donc la plateforme, moi j'aimerais que vous reteniez peut-être un mot ou un verbe pour chacune de ces slides, je vais vous en montrer 4. Celle-ci, ce que vous pouvez retenir, c'est le mot « connecter ». On va venir adresser un grand nombre de connexions à, d'une part, vos banques, mais d'autre part, toutes votre institutions, acteurs, spécialistes financiers avec lesquels vous êtes en mesure de travailler. Donc, comme je dis, ça va des banques jusqu'à l'ERP. Ça peut passer par les prestataires de paiement également, des gens comme Stripe, des gens comme Adyen, etc. Nous, on est très très bien connectés aussi. Quand vous avez des problématiques de monétique et que vous passez par des PSP, c'est toujours intéressant de pouvoir également avoir son cash en transit. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait. On travaille aussi évidemment avec beaucoup d'acteurs, notamment en spend management. Donc Spendesk, ça va de soi, on est très bien connecté avec eux en API, mais également d'autres acteurs tels que Payhawk, tels que GoCardless, etc., etc. Voilà, la liste, elle est non exhaustive et gardez en tête que elle est amenée à continuer à évoluer. Sur cette slide-là, l'idée, c'est de vous montrer que nous, on a vraiment la possibilité d'adresser un dashboard à 360. Pourquoi 360? Parce que, évidemment, on va faire de l'agrégation de positions financières. Ça, c'est un petit peu la base. Mais on va aussi, à travers une catégorisation, donc là, j'aimerais que vous reteniez le mot catégoriser, être capable vraiment de catégoriser très finement
les écritures pour vous permettre ensuite de mener des analyses. Donc là, ici, on arrivera, et je vous montrerai tout à l'heure, à travers des tableaux de flux de trésorerie simplifiés, à être capable en quelques minutes, quotidiennement si c'est possible, d'être en mesure d'avoir une bonne idée de ce qui a pu se passer, combien j'ai brûlé de cash, combien j'ai généré de cash sur la période. Tout ça grâce à cette catégorisation qui se veut la plus automatisée possible. Et le dernier point que je voulais que vous gardiez en tête, c'est la responsabilisation. Donc responsabiliser, qu'est-ce que je mets derrière ça? Je mets la possibilité dans Payflows d'onboarder le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez. Donc c'est totalement illimité. Tout le monde peut rentrer dans l'outil. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il est absolument impératif pour nous d'être en mesure de gérer ces accès de manière extrêmement fine. Donc, on va pouvoir vraiment faire un petit peu ce qu'on veut en termes de user management et véritablement donner accès à la donnée nécessaire aux différents stakeholders de la société. Mais en tout cas, on ne se limitera pas sur le nombre parce que pour nous, un indicateur en termes de ROI, de succès du projet, un des premiers KPI qu'on regarde, c'est le nombre d'utilisateurs, parce que finalement, ça vient traduire l'adhésion à l'outil, et cette adhésion, elle est mesurable finalement par le nombre de gens qui l'utilisent, et effectivement, s'ils en sont contents. Mais généralement, quand il y a beaucoup de gens qui vont dans un outil, c'est plutôt bon signe. Voilà pour la présentation très théorique. Je vais repartager ensuite mon écran sur la partie outils. Hop. C'est quoi votre taille de client idéal, s'il y en a une, hein? Je sais pas si ça se mesure en chiffre d'affaires, en flux ou... C'est pas une question à laquelle il est facile de répondre, parce que c'est vrai que ça dépend des sociétés. Plus je fais de rendez-vous et plus je me rends compte que il y a des situations très différentes. Par exemple, on a des sociétés qui font 60-70 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont déjà une très grande complexité en termes de nombre de comptes bancaires, de nombre de banques à adresser, pour des questions historiques, pour des questions d'endettement, etc. Et donc, cette lourdeur de structure, pour moi, donne une opportunité de se poser la question si ce serait pas inintéressant de s'adresser d'un outil de trésorerie. À l'inverse, on va pouvoir aussi discuter avec des sociétés qui sont entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui ont d'autres problématiques de complexité, peut-être plutôt en termes de scope géographique. Typiquement, oui. on est présent dans 5, 6, 7 pays, et faire de l'agrégation de comptes dans 5 ou 6, 7 pays, notamment quand il y a un peu d'exotisme, c'est pas forcément facile. Un indicateur aussi, ça peut être le nombre de salariés, les effectifs. Aujourd'hui, une entreprise ou une autre ne sont pas forcément comparables en termes de chiffre d'affaires de ce point de vue-là. En tout cas, plus il y a d'effectifs, plus on va trouver aussi de l'intérêt, notamment à travers le module achat. Donc, c'est pas ce dont on va parler forcément aujourd'hui, mais le module achat et l'ordonnancement du process de bon de commande, quand on a des effectifs qui sont conséquents, peut vite devenir compliqué. Et des outils comme Payflows peuvent aussi y répondre. Ok, merci. Avec plaisir. Donc, Gladys, évidemment, tu seras amené à pouvoir intervenir quand tu le souhaites. Donc, sens-toi extrêmement libre au fur et à mesure où je fais la démo d'intervenir et de nous partager un petit peu ta vision et ton utilisation de l'outil. Ici, donc, merci beaucoup. Ici, on arrive sur la page d'accueil. Donc, cette page d'accueil, elle va vous permettre, moi j'ai l'habitude de dire, d'être en capacité de réaliser peut-être 50%, je dirais, moi, de vos pilotages quotidiens du cash management. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur une seule page, vous allez avoir un ensemble d'informations qui vont être immédiatement disponibles et que vous allez pouvoir rendre malléables sans avoir besoin de faire 50 clics et d'aller très loin dans l'outil. Vous allez avoir la position de trésorerie consolidée qui va reprendre l'ensemble des positions des comptes qui sont connectés dans Payflows. Donc, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des comptes bancaires, mais pas que. Si vous avez des positions de PSP, des positions de wallet à travers des acteurs comme Spendesk, ces positions viendront également s'agréger ici de la même manière. Vous avez les entrées cumulées et les sorties cumulées sur une périodicité qui, par défaut, est ici de 30 jours, mais vous allez pouvoir jouer avec, soit sélectionner des choses qu'on a déjà préconfigurées pour vous, soit sélectionner une plage de date qui va être complètement customisée. Vous allez également pouvoir être en mesure de sélectionner les comptes que vous souhaitez afficher, les entités, les groupes d'entités ou groupes de comptes que vous pouvez créer à la mise en place de l'outil. Et vous allez également être en mesure de pouvoir sélectionner les institutions, comme je disais, à la fois les banques, mais aussi les différents players financiers avec lesquels vous êtes amené à travailler.
Ça, je le montre aussi toujours, c'est intéressant. Vous avez la possibilité de switcher de date d'opération à date de valeur. Donc pour des problématiques de réconciliation, ça peut parfois être très utile. Donc sachez que ça existe. On a des approches graphiques également qui sont dynamiques. Donc c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, vous pouvez pouvoir le retravailler sans avoir besoin d'aller dans un paramétrage complexe. Donc vous allez pouvoir vous dire, ok, bon bah moi, la notion d'entrée et de sortie ne m'intéresse pas, je veux juste la cache position, ou à l'inverse, je veux uniquement les entrées et sorties. Vous pouvez complètement modifier ce graphique à votre gré. Vous allez pouvoir également changer le pas selon ce que vous avez envie d'afficher. Vous avez une approche qui est intéressante aussi et qui vous prémâche un petit peu le travail et qui vous permet de démontrer un petit peu les regroupements par devise, par institution, par entité ou par groupe d'entités, toujours en changeant cette logique de pas. Donc vraiment, globalement, vous arrivez à couvrir, je pense, pas mal de façons de voir les choses. Là, ce que vous allez sélectionner ici aura un impact direct sur ce que vous retrouvez un peu plus en bas dans le détail. Donc moi, j'ai sélectionné devise, je vais avoir ici le détail de mes comptes bancaires par devise. Si c'est quelque chose qui n'est pas forcément opportun parce que mon activité n'a pas d'activité, on va dire, en dehors de la France, ou en tout cas de la zone Europe, je vais sélectionner plutôt les institutions et je vais avoir le détail par institution et je vais avoir la possibilité de dérouler le menu et d'avoir l'ensemble de mes comptes dans mes différents établissements bancaires. Ce que vous allez retrouver ici, donc, c'est les comptes bancaires avec la dernière position qui a été agrégée dans l'outil, donc si tout va bien, la position de la veille, le pourcentage de variation depuis la dernière, les flux entrants cumulés, les flux sortants cumulés. Romain, on a une première question, alors qui Oui, n'est bien pas sûr. directement liée à ta démonstration. C'est peut-être pour Ouais. Gladys d'ailleurs. C'est Karen qui nous demande, en fait, quand on utilise Spendesk, quel est l'intérêt d'utiliser Payflows en plus? Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur? Alors typiquement pour nous aujourd'hui, on a certes des wallets Spendesk, mais pas que. On a aussi des comptes bancaires dans des banques dites traditionnelles, comme on peut voir dans la démo. Donc notre besoin, c'était vraiment d'avoir une visibilité de tous nos comptes sur une même plateforme. Et aujourd'hui, dans Spendesk, c'est pas du tout notre but d'intégrer d'autres comptes bancaires, par exemple, de nos clients. Donc notre besoin premier, c'était vraiment d'avoir un outil qui nous permette quasiment en instantané, en instantané en tout cas quotidien, d'avoir une visualisation de nos comptes bancaires sans avoir besoin de nous connecter sur chaque web banking. Donc aujourd'hui, par exemple, si on a 10 partenaires bancaires différents, donc il faudrait qu'on se connecte sur 10 web banking différents pour regarder nos positions de la veille, regarder les flux, faire des positions. Et typiquement, en termes de cash position, auparavant, on faisait une cash position quasiment 1 ou 2 fois par mois. Aujourd'hui, avec Payflows, quand je dis cash position, ça veut dire vraiment intégrer tous nos comptes bancaires, nos positions et regarder à la fin de la période combien on a. Typiquement, avec Payflows, on est capable de le faire quasiment tous les jours. Une fois, en tout cas, qu'on aura connecté tous nos comptes, on a connecté aujourd'hui, je veux dire 80% de nos comptes, il nous reste encore 20%. Mais une fois qu'on aura tout, on pourra vraiment faire une cash position quotidienne. Et ça, en termes de visualisation et de maîtrise du cash, c'est hyper important pour nous. Et c'est ce que nous permet de faire Payflows. Et on est super content parce que ça nous aide en termes d'analyse de nos positions, mais aussi en termes de gain de temps et d'efficacité. Auparavant, on pouvait mettre quasiment une demi-journée pour tout agréger nos données, et aujourd'hui, avec Payflows, on les a quasiment tous les jours en se connectant le matin, quoi. Donc, Ok. c'est la petite différence. J'espère que j'ai répondu à la question, en tout cas. Oui, Karen nous dit merci. Super. C'est plutôt bon signal. Voilà pour la page d'accueil et ce que vous êtes en mesure de faire ici. Moi, maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est la partie transactionnelle de l'outil. Moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est, c'est peut-être la partie la plus simple, entre guillemets, et la plus reliée au métier et au fait de gérer le cash management de manière quotidienne. Mais vous allez voir que ça vous fait gagner beaucoup de temps, notamment par l'intermédiaire de la collaboration. On y reviendra un petit peu plus tard. Ici, vous allez retrouver l'ensemble de l'historique des données bancaires qui ont été branchées et connectées dans l'outil. Donc, si j'avais commencé hier, j'aurais un jour d'historique.
Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a la possibilité de venir importer de l'historique. Donc soit vous pouvez le faire, par vous-même, sur des volumétries qui sont, raisonnables, je dirais, soit vous allez, au moment de la mise en place de Payflows, vous dire, «Moi c'est bien Payflows, mais c'est quand même hyper dommage de commencer et de ne rien avoir dans mon outil. J'aimerais avoir au moins 3 mois, 6 mois, pourquoi pas, même 1 an, d'antériorité pour tout de suite pouvoir commencer à mener mes analyses et commencer à travailler» et que ce soit qualitatif, c'est quelque chose qui est possible. Ce sera des imports de volumétrie qui seront plus conséquents, donc c'est des choses qu'on envisage plutôt au moment de la mise en place et on s'en chargera nous. Mais on a la possibilité de récupérer, que ce soit, évidemment des formats de relevé de compte, classiques bancaires, mais aussi pourquoi pas, hein, des CSV, des XLS, à condition qu'on ait, voilà, un minimum, d'informations, balisées dedans, hein. Donc, la base de ce qu'on retrouve plus ou moins dans un relevé de compte et on va être en mesure de pouvoir, le récupérer, l'historiser et vous permettre de commencer avec quelque chose. Donc ici, il y a plusieurs manières de chercher des flux. Soit vous cherchez un ensemble de flux, vous n'avez pas une idée, extrêmement spécifique du flux que vous cherchez, vous voulez, voilà, plutôt, avoir une approche, par filtre et ici, vous allez pouvoir, sélectionner un très grand nombre de filtres. De manière générale, les filtres que vous retrouvez ici, sont tous, basés sur ce qu'on est en capacité de récupérer dans un relevé de compte. Donc si, il y a une balise dans un relevé de compte qui renvoie une information, vous avez nécessairement un filtre ici qui vous permet de retrouver l'information qui est dans cette balise. On l'a vraiment construit de cette manière-là, mais aussi la possibilité de filtrer sur, des champs que vous avez par vous-même rajoutés dans Payflows. Ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Si, vous avez en revanche une idée, beaucoup plus précise de ce que vous cherchez et que finalement vous vous dites, «Non mais moi, je veux, par exemple, toutes les, occurrences, qui contiennent un certain mot», vous allez pouvoir, utiliser notre petit moteur de recherche. Moi je l'appelle Google parce que c'est assez formidable ce système, dans Payflows et vous allez vous dire: «Bon moi par exemple, je cherche toutes les itérations, dans lesquelles, Amazon figurait». Vous allez taper Amazon et là, sous vos yeux ébahis, vous allez avoir, l'ensemble, des transactions qui contiennent Amazon qui vont apparaître. Si vous avez envie d'être encore plus spécifique parce que votre demande est spécifique, vous dites: «Non mais moi je cherche un montant particulier», vous allez taper votre montant et il va ressortir immédiatement en tapant sur l'ensemble de la base. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le noter, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de limiter, le champ des possibles en termes de date, parce qu'il y aurait trop de données. Payflows a été conçu de telle manière que vous ayez, l'ensemble de l'information qui soit ici et vous n'êtes pas, contrairement à certains web banking notamment, je pense à ça, vous êtes obligé de ségréguer, la plage de date, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que sinon il vous dit qu'il est pas content parce qu'il y a trop de data. Chez nous, c'est pas un souci, voilà. Donc ça vous permet quand même de retrouver rapidement les opérations et je sais pas ce que tu en penses, Gladys, mais moi personnellement quand j'étais trésorier, c'est des choses que je faisais, parfois 5, 10, 15 fois par jour et au lieu de mettre, 3, 4, 5 minutes à retrouver mon flux, là en voilà 10 ou 15 secondes je le retrouve et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment une partie qui est assez agréable à utiliser dans Payflows. Nous, du coup, vu qu'on vient tout juste maintenant d'intégrer un maximum de nos comptes bancaires, on commence à s'intéresser à cette partie transaction et catégorisation des flux, ce qui est très important pour après créer des reportings intéressants. Et du coup, là, c'est parfait parce que ce que tu montres dans la démo, donc on voit qu'il y a plusieurs tags. Donc moi, c'est ce que j'appelle catégorie de mon côté, mais où on peut vraiment cibler et catégoriser le flux. Et ce que j'aime bien dans Payflow, c'est qu'on peut avoir vraiment différentes couches de catégories, différents niveaux de catégories. On n'est pas limité. Et ça, c'est intéressant parce que je crois que de mémoire, dans d'autres éditeurs TMS, parfois on a une ou deux catégories, mais on ne va pas pouvoir forcément y aller aussi finement. Et ça, c'est hyper intéressant en termes d'analyse et après de reporting. Donc, on commence tout juste, nous, à commencer à catégoriser, à choisir nos flux, enfin, en tout cas, nos différentes catégories pour, typiquement, par exemple, pour des frais bancaires, on va se dire, on va vouloir vraiment plus finement réussir à identifier ce qui est du commission de mouvement, ce qui va être des frais pour, par exemple, liés à notre connectivité, les contrats X qu'on a mis en place. Tout ça parce que, en fait, typiquement, si dans 6 mois, on a envie de challenger nos partenaires bancaires, en fait, on n'aura plus qu'à sortir tous ces flux-là, à regarder la différence entre un partenaire par rapport à un autre. Et typiquement, Payflows va nous aider à pouvoir plus facilement analyser ces flux.
Et moi, j'ai une petite question. Du coup, est-ce qu'on, vous pensez que c'est intéressant à ce moment-là de faire le lien avec la comptabilité analytique? Pour que justement les catégories qu'on trouve Oui. dans les flux de trésor soient rapprochables finalement des flux qu'on a en comptabilité d'engagement. Gladys, tu veux Oui. Oui, répondre? C'est pour moi. Oui, c'est un très bon point, Frédéric. Effectivement, nous de notre côté, justement, on est encore en construction de ces catégories, mais je travaille avec la responsable comptable en ce moment, justement pour qu'on ait un peu une catégorie standard entre trésorerie dans Payflows et comptabilité dans l'ERP, pour pouvoir plus facilement aussi rapprocher nos données. Pour l'instant, on est parti sur vraiment une catégorisation commune, un groupe de catégories communes. Et après, dans Payflows, côté trésorerie, on aura forcément besoin d'avoir des catégories un peu plus précises. Typiquement, l'exemple des frais bancaires que je disais tout à l'heure. Donc oui. là-dessus, on va plus s'appuyer dans Payflows, mais effectivement, niveau compta, je pense que ça peut valoir vraiment le coup d'avoir une harmonisation des noms des catégories pour s'y retrouver et puis Oui. pour aussi facilement faire des réconciliations. Ça pousse à la collaboration, c'est très bien. Mm. Ouais, exactement. Pour compléter, je vous avais montré un petit peu tout à l'heure pendant que Gladys parlait, les différentes possibilités d'accès analytique. Donc là, c'est un petit florilège de tout ce qu'on a pu voir chez nos différents clients. C'est pas limitatif, hein, bien entendu. Il y a d'autres axes peut-être possibles, mais vous voyez que vous avez vraiment la possibilité de paramétrer vos axes analytiques un petit peu de la manière dont vous le souhaitez. Et là, franchement, on rencontre des choses assez différentes, hein. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'on a certains clients qui vont vouloir avoir une approche très, très light, donc plus orienté trésorerie avec quelques codes qui vont, une quinzaine, une vingtaine, être extrêmement parlants pour le professionnel de la trésorerie. Et en revanche, on a d'autres projets sur lesquels clairement nos clients nous disent moi, ce que je souhaite, c'est répliquer de manière extrêmement précise l'analytique comptable que j'ai par ailleurs, et je veux avoir exactement la même vision dans Payflows. Et normalement, ça, c'est quelque chose qui est possible, puisque comme le disait Gladys, on a beaucoup de possibilités, et on a la possibilité, comme vous le voyez par exemple ici, d'aller jusqu'au sous-niveau numéro 2. Voilà. Donc, on n'a pas de sous-niveau numéro 3, non pas parce qu'on n'était pas techniquement capable de le faire, mais plus pour une question d'ordonnancement de l'information, c'est-à-dire qu'après, ça aurait été relativement illisible pour l'utilisateur, donc on n'a pas voulu aller plus loin. On pense que déjà, avec 2 niveaux d'agrégation dans les axes analytiques, on arrive à faire déjà d'assez belles choses en termes d'analytique. Ce que je voulais également vous montrer très rapidement avant d'en finir sur la partie transaction, hop, c'est la partie collaborative de l'outil. Ici, ce qui est extrêmement intéressant, ça va être de voir que quand je clique sur une transaction, je vais avoir un ensemble d'informations qui va s'afficher. Donc, toutes ces informations-là sont reprises d'une part du relevé bancaire, donc c'est des informations, je dirais, réglementaires qui sont tout à fait officielles. Et d'autre part, bien entendu, je vais avoir, vous voyez ici, dans la perspective de mes axes analytiques, l'ensemble des informations qui ont été enrichies finalement, soit par l'utilisateur directement, soit de manière plutôt automatisée, comme on pourra le voir ensuite, et c'est globalement ça qu'on conseille de faire. Mais ici, vous n'avez pas que ça, vous avez ce petit onglet activité qui est hyper intéressant, qui va à la fois vous permettre de retrouver l'ensemble de l'audit trail, donc vraiment tout ce qui s'est passé pour cette transaction d'un point de vue purement technique, mais aussi vous allez pouvoir chatter directement avec vos collègues et dire voilà, Paul, moi par exemple, je vais lui poser la question pourquoi cette transaction, et Paul, il va recevoir une notification directement, soit dans son Slack, soit dans son Teams, soit dans son mail. De ce point de vue-là, on s'adapte complètement à l'organisation de la société et aux outils qu'elle utilise. Et le ping va permettre à l'utilisateur de venir se connecter dans Payflows, idéalement, hein, voilà. Ça peut aussi, il peut aussi rester dans son environnement Teams, c'est possible, et venir échanger avec moi pour me donner des détails sur cette transaction, que je comprenne le bien fondé. C'est à la fois extrêmement puissant, moi je trouve, en termes de capacité à collaborer et d'ouverture de l'outil financier sur l'extérieur, parce que là on parle d'un collègue financier, mais ça pourrait complètement être un collègue qui est dans un autre service et qui est par exemple côté commercial, hein, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la puissance que l'on accorde dans les droits de user management, on a la possibilité d'inviter un petit peu qui on veut et de donner les droits à qui on le souhaite. Et c'est également intéressant dans une perspective de
sécurité, je dirais, parce que fréquemment, on se pose toujours des questions 2 mois, 3 mois après sur une transaction. Enfin, moi, ça m'est souvent arrivé. Parfois, même les personnes sont parties et on ne se rappelle plus pourquoi on avait fait telle transaction tel jour. Le fait de pouvoir échanger ici et d'historiser cette conversation apporte, moi, je trouve, beaucoup de confort, beaucoup de sécurité dans le cadre des échanges. Si je reviens sur la notion de tags, donc on en a pas mal parlé, à travers les axes analytiques, c'est une notion qui est extrêmement importante dans Payflows. Vous pouvez gérer sans, bien entendu. Il n'y a pas d'obligation à mettre des tags. Je vous montre des écritures pour lesquelles il n'y en a pas du tout. Et vous allez pouvoir soit les ajouter manuellement, soit ne pas en mettre du tout. Mais dites-vous que voilà, par défaut, dans Payflows, on intègre tout ce qui est intégrable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à d'autres outils, on a pris un parti pris qui est un peu différent. On vient scanner les serveurs bancaires de la banque et on vient récupérer toute l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un nouveau compte bancaire que vous avez créé, que vous avez oublié de renseigner dans l'outil, parce que franchement, ça arrive souvent, moi personnellement, ça m'est arrivé, on va venir le récupérer également et on va venir vous le mettre à disposition. Et il n'y aura pas de problématique de ne pas avoir catégorisé les écritures pour qu'elles s'affichent. Elles s'afficheront par défaut. Elles seront dans cette liste-là, vous les voyez ici. En revanche, simplement, vous n'aurez pas la catégorisation qui viendra s'appliquer à cette transaction. Il faudra l'ajouter manuellement ou l'ajouter automatiquement. Très clairement, il vaut mieux le faire automatiquement à travers des règles, parce que sinon, vous allez y passer beaucoup de temps. Donc, on a la possibilité de gérer toutes ces règles de catégorisation de manière extrêmement fine. Là, vous voyez toutes les règles qui ont été créées pour le bien de cette base de démo. Vous avez la possibilité pour chacune des règles de venir soit les dupliquer, les éditer, les renommer, ou même les mettre en pause. Ça, c'est assez intéressant, parce que parfois, on teste une règle de catégorisation, on n'est pas forcément toujours très sûr de sa petite salade qu'on a préparée à l'avance. Donc, on a parfois besoin de voir pendant 2-3 jours comment ça se comporte avant de la laisser vivre complètement. Donc, c'est intéressant parfois de la mettre en pause pour voir un peu la différence. Et vous pouvez bien sûr créer des nouvelles règles. Donc là, il y a 2 façons de le faire. Soit là, votre règle, elle est relativement simple, je dirais. Vous voulez associer une contrepartie à une certaine catégorisation. Donc là, vous allez passer par contrepartie. Soit vous avez quelque chose en tête qui est un petit peu plus complexe à mettre en place. Et donc là, vous allez passer par transaction. Et là, vous voyez que vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. Vous allez pouvoir dire que pour, par exemple, un compte donné, donc on va prendre celui-ci, pour une certaine contrepartie donnée, voilà, je prends celle-ci au hasard, pour, par exemple, un montant spécifique qui est supérieur à 1 000 €, et pour une référence, la référence chez nous, c'est le libellé bancaire, je reprends mon exemple de tout à l'heure d'Amazon, avec à chaque fois, vous voyez, pas mal de possibilités, contient, ne contient pas, commence par, finit par, ce qui normalement vous permet de couvrir un petit peu tous les cas de figure. Et vous allez lui dire, ok, moi je veux que tu assignes toutes mes transactions, ou toutes les transactions avant ou après une certaine date. Ça, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas forcément complètement sûr de la règle que vous créez, vous n'avez pas forcément envie de dégommer toute votre base. Donc ça, c'est un bon moyen de tester avant d'élargir à l'ensemble de la base. Et vous allez pouvoir lui dire, voilà, moi je veux que dans ce cas de figure, tu attaches l'axe analytique finance, mais pas que. Je veux aussi que tu attaches un axe analytique, par exemple, géographique, qui va être, mettons, la TAM. Et je peux aussi lui dire, par exemple, de mettre une catégorie de dépenses qui va être, mettons, ressources humaines. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de limite. Pas de limite. On a une question de Karen encore. Merci Karen pour ta participation. Donc elle nous dit que oui, elle comprend que finalement on a un gain de temps avec Payflows par rapport à un bon vieux Excel. Elle nous demandait quel était le maximum de comptes bancaires qu'on pouvait associer, s'il y a une limite. Dans l'outil? Oui. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune limite. On peut en avoir 1000 si on a besoin d'avoir 1000 comptes bancaires. C'est pas. Non, La seule limite, c'est peut-être la technologie et le pays concernés, parce qu'il y a peut-être des pays ou des comptes dans certains pays exotiques qu'on ne peut pas intégrer ou si tout est possible. Ouais, aujourd'hui, on n'est évidemment pas connecté avec les banques du monde entier. Ça serait quand même un peu illusoire de le dire, puisqu'on a moins de 2 ans d'existence. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, en France, on est connecté avec tout le monde aujourd'hui. En Europe, on commence à se déployer petit à petit dans différents pays. Enfin, on a fait, par exemple, HSBC pour Spendesk au UK il n'y a pas très très longtemps. Et donc, on arrive en fait à choisir un mode de connectivité. Là, je rentre un peu dans un détail technique. Je vais essayer de ne pas vous perdre, mais de manière générale, il faut retenir qu'en France, le mode de connectivité privilégié, c'est Helix. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Vous avez de la France et de l'Helix. Quand vous sortez de France,
Là, il y a pas mal de cas de figure et ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes uniquement dans une perspective de... Moi, j'ai quelques filiales en Europe, j'ai besoin de récupérer mes relevés de compte, de temps en temps un paiement. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de l'EBIX indirect. C'est-à-dire que vous allez passer par un connecteur français qui pourrait être BNP, qui pourrait être Société Générale, et vous allez récupérer vos relevés de compte et effectuer vos paiements à travers eux. On l'a fait aussi pour un autre client, pour BNL en Italie, qui est une filiale de BNP, qui nous a Mm. permis également de gérer en indirect. L'autre possibilité, si vous avez besoin de choses un petit peu plus avancées, d'utiliser des formats locaux, d'une forte réactivité, ça va être de faire ce qu'on appelle un SFTP. Donc un SFTP, c'est une connexion directe entre Payflows et la banque. Il n'y a pas de système de vacation bancaire entre les deux. C'est vraiment comme deux sociétés pour être connectées. Et donc là, c'est des contrats qui sont un petit peu plus complexes à mettre en place, mais nous, on est très à l'aise avec le fait de faire ça. C'est ce qu'on a fait donc pour HSBC UK, pour Spendesk. Et donc, on va être en mesure, dans cette optique-là, ensuite de pouvoir vraiment travailler tous les formats locaux avec une grande réactivité, parce que l'avantage du SFTP, c'est que c'est un peu comme les API. Globalement, c'est quasi Ah oui, instantané. Et c'est d'accord. plutôt bien parce que c'est vrai que ça permet de contourner les problématiques de vacation bancaire où, vous savez, vous envoyez un virement, il se perd dans les limbes, on ne comprend jamais trop pourquoi, il est effectué 2 heures plus tard, il y en a certains, ils sont effectués 5 minutes plus tard, on ne saura jamais pourquoi, c'est comme ça. L'avantage des SFTP, c'est que ça permet de dépasser ça. Ça veut dire que grâce au SFTP, on peut connecter n'importe quel compte dans le monde. Si vraiment important ce compte-là, on peut faire l'effort, effectivement, de faire un développement spécifique, on va dire. Ok. Exactement, c'est tout à fait Mm. ça. La limite peut-être sera la limite de l'établissement bancaire. Si on prend un établissement bancaire très exotique, dans un pays très exotique, peut-être qu'ils ne proposeront pas le SFTP, et auquel cas, la dernière solution de connectivité qui restera sera SwiftNet, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Donc ça, c'est vraiment le mode de connectivité bancaire mondial, un peu de référence, que D'accord. nous, on proposera d'ici la fin de l'année, que moi, je recommande avec prudence. Pourquoi avec prudence? Parce que c'est onéreux, c'est compliqué un petit peu à mettre en place, et globalement, ça n'a d'intérêt que si vous avez 15, 20, 25 filiales. Des grosses volumétries, là, franchement, effectivement, SwiftNet, c'est très bien. C'est un peu l'usine, mais c'est très bien. Si Ok. vous avez 5-6 pays, moi, je pense qu'il faut se poser la question. Voilà. Mm. Ok. Merci, Romain. Avec plaisir. Karen, vous remercie. Alors, j'en ai fini pour les règles de catégorisation. L'intérêt, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de faire toutes ces règles de catégorisation, c'est évidemment de pouvoir faire des analyses. Hein. C'est un petit peu ce qui vient, je pense, immédiatement ensuite. Les analyses, on va les faire ici, à travers l'onglet flux de trésorerie, qui est un tableau de flux de trésorerie simplifié. Donc, n'imaginez pas un tableau de flux de trésorerie, normes comptables, US GAAP. Ce n'est pas le genre de choses que l'on fait. On est sur des choses simples, on n'a pas de variation de BFR ou de choses comme ça. On va vraiment reprendre l'ensemble des données bancaires que l'on va présenter sous cette forme de tableau avec solde de départ, solde de clôture et ce qui s'est passé entre les deux, donc les entrées et les sorties, avec à chaque fois différentes vues que vous voyez ici. Donc là, c'est vraiment des exemples, hein. Vous pouvez sauvegarder les vues que vous avez envie, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez, avec des angles d'approche différents qui vont tous être basés sur la notion de taxe. Donc ici, on en a parlé tout à l'heure, on a une répartition par typologie de dépenses, mais ça pourrait être par exemple une répartition ensuite un petit peu différente avec différentes approches. Ce qu'il est important de retenir ici également, c'est que l'on peut évidemment jouer avec le pas. On peut jouer également avec la périodicité, donc changer évidemment les dates qui sont sélectionnées. On peut, comme sur l'onglet d'accueil, venir jouer avec les différents comptes, différentes entités que l'on souhaite afficher. Donc de manière générale, c'est très 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 malléable. Vous avez également un certain nombre de sélections qui vous permettent de passer d'une typologie de date à une autre, hein, date d'opération, date de valeur, ou date d'opération de relevé, date de valeur de relevé. Ça, c'est vraiment très spécifique. On l'a fait pour Swile, pour la petite histoire, parce que Swile, qui a beaucoup de volumétrie, avait de grandes difficultés à réconcilier date d'opération avec date de valeur pour une de ces banques en particulier que je ne nommerai pas, mais qui fait quelques bizarreries avec des opérations qui ressortent 15 jours plus tard avec une date de valeur qui n'est pas forcément la date de valeur du jour, ou une date d'opération qui n'est pas forcément la date d'opération du jour. Tout ça créait beaucoup de bruit. C'était pas forcément des millions d'euros, mais ça créait beaucoup de problématiques pour réconcilier. Et donc, ce genre d'outil permet aussi de passer le temps nécessaire à réconcilier sa compta avec sa trésor. C'est toujours important.
Ici, vous allez également pouvoir, là c'est déjà le cas actuellement, gérer des prévisions. Comment on le permet? On le permet aujourd'hui de manière manuelle, dans un futur très proche, j'en toucherai un mot après, de manière automatisée. De manière manuelle, ça se passe comment? Bah, c'est extrêmement simple, vous allez, venir déterminer quelle vue vous souhaitez impacter. Donc c'est pas la base qu'on va venir impacter, c'est la vue et c'est d'autant plus intéressant que ça va vous permettre justement de faire des choses différentes, vue par vue et vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous aurez sélectionné, ça va générer un fichier CSV en blanc qui va être pré-paramétré, dans lequel vous allez pouvoir, bah, tout simplement copier-coller, vos différentes, prévisions ou les rentrer, manuellement et ensuite vous n'aurez plus qu'à importer ce CSV directement dans Payflows et lui, il, avalera toutes ces données et vous les, repositionnera, directement ici sur les mois, qui viennent et donc là-dessus, il n'y a pas de limitation, hein. Vous pouvez, vous projeter si vous le souhaitez à 1 an en réimportant un fichier dans lequel il y aurait 1 an de projection, c'est tout à fait possible. Dans 3 à 4 semaines, nous aurons également des, prévisions automatisées. Prévisions qui seront automatisées grâce à 2 moyens. D'une part, grâce aux ordres bancaires, où je vais juste aller, dans 1 minute ou 2. D'autre part, à travers le module achat. Le module achat, on n'en a pas parlé, mais ayez en tête, en vraiment 1 minute, que c'est un peu les poupées russes. Ici, on va vous permettre de gérer votre processus de gestion des achats et donc d'avoir, quelque part une comptabilité d'engagement pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, avec une logique de base fournisseur, une logique de gestion des contrats, donc on va venir vous prévenir quand un contrat arrive à échéance, une logique de demande d'achat pour, flécher l'utilisateur dans sa demande, qui va ensuite, générer un bon de commande. Ce bon de commande va être rapproché avec une facture de manière automatique, bien sûr, ça vous fait gagner du temps. Tout ça supporte des workflows d'approbation qui sont extrêmement solides, mais on y reviendra dans la partie ordre bancaire. Et une fois que vos factures sont bonnes à payer, vous allez pouvoir ensuite générer des demandes de paiement qui vont, elles-mêmes pouvoir être, soit payées par carte virtuelle, c'est quelque chose qu'on propose aujourd'hui, soit, la manière beaucoup plus traditionnelle, par le biais d'un ordre bancaire. Et donc tout ce qui est ici dans ce module achat, si vous le souscrivez dans d'aventure quand vous prenez Payflows, aura, l'opportunité de se retrouver dans les flux de trésorerie et donc vous aurez des prévisions automatisées qui seront faites soit sur la base de vos bons de commande, soit sur la base de vos factures. Donc là, en termes de prévisionnel, bah, c'est très puissant, hein. Je vous fais pas un dessin, mais vous avez vraiment la possibilité de vous projeter à plusieurs mois avec, une belle granularité, puisque si les demandes d'achat ont bien été faites, avec, les échéances qui ont été bien renseignées, bah, vous aurez, en termes en tout cas de cash out, un prévisionnel qui sera, moi je pense extrêmement robuste. Voilà. Ouais, c'est là qu'il y a la partie process effectivement qui rentre en jeu et qui est intéressante et qui permet de structurer l'entreprise. On a juste 2 questions de Stéphane. La première, c'est comment vous gérez les taux de change dans l'outil? Alors, je comprends qu'il y a la position nette à un moment donné, et puis pour les prévisions aussi peut-être. Les taux de change sont, importés automatiquement. On a un prestataire avec lequel on est relié au quotidien, donc il s'itère chaque jour, en fonction de cette base de données. Ok. Et Il me semble que c'est le taux de la veille, non, Romain? Pardon. Donc c'est le taux Ouais, de la veille qui va le être taux diffusé. closing, ouais, exactement. Voilà. Le taux jour et le taux closing J-1. D'accord. Et Stéphane nous demande s'il est possible d'intégrer des wallets crypto. Ça, c'est une bonne question. Alors, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que oui. On n'a pas eu le cas de figure, hein, très sincèrement encore aujourd'hui, mais Ouais, bah, les entreprises ne placent pas c'est des questions qui forcément. commencent à arriver, donc c'est super intéressant de la poser. La limitation technique, en fait, elle va plus être, notre capacité, à venir, se connecter au prestataire qui héberge ce wallet crypto. Donc, si ce prestataire a une API digne de ce nom, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne serait pas capable de se connecter chez eux. Et après, la seule question à laquelle il faudra répondre, c'est le nombre de wallets crypto dont on parle. C'est-à-dire que si, effectivement, moi j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec, Ledger, et par exemple, Ledger, il me disait, bah, moi, j'en ai, 4000 des wallets. J'ai dit: «Ouh là, 4000 c'est compliqué». Si on a, 4000 wallets à afficher dans la page d'accueil que je vous ai montrée, ça va vite être, plus très user friendly. Donc après, il y a des solutions qu'on peut trouver, notamment en termes d'agrégation de la donnée, pour faire en sorte d'afficher, une partie agrégée d'un ensemble de wallets si vraiment il y a un grand nombre de données affichées. Mais de manière générale, dès lors qu'il y a une API, tout est possible. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste 10 minutes, donc maintenant j'aimerais, faire un petit focus avec vous sur la dernière partie qui est hyper importante également et qui, reprend, bah, en fait notre centralisation de paiement.
on va pouvoir vraiment gérer l'ensemble des paiements dans Payflows, quelle que soit la provenance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois, ici, donc c'est une boîte de réception, hein, globalement, vous pouvez le comprendre comme ça, avoir des paiements qui arriveront, comme je vous l'ai expliqué, de la part du module achat. Pardon. On aura également des paiements que l'on pourra saisir manuellement dans le cadre d'une opération unitaire de virement ou d'ailleurs de prélèvement. C'est quelque chose que l'on peut faire également dans l'outil à condition que vous ayez au préalable les informations réglementaires pour émettre des prélèvements, bien entendu. Et puis, vous aurez surtout la possibilité, donc là c'est très malléable, de venir importer soit des opérations de paiement qui seront tout simplement des XML, donc des formats de paiement qui sont prêts à partir en banque, comme par exemple on peut le faire avec nos amis Spendesk, hein. Donc vous avez votre Spendesk, vous exportez votre paiement qui a été préparé dans Spendesk et vous venez l'importer dans Payflows. Ça marche très bien, c'est ce que je faisais chez Swile. Soit, et ça moi je l'aime beaucoup, vous allez aussi pouvoir importer des CSV. Et ça c'est génial parce que quand vous êtes dans une dynamique où soit votre outil comptable il n'est pas capable déjà de faire des XML, ça arrive assez souvent, soit vous allez être dans une problématique, vous faites de la croissance externe, vous avez racheté une boîte, elle est beaucoup plus petite que vous, ils ont un tout petit outil et ils ne sont pas en mesure non plus de faire du XML, généralement le CSV, n'importe quel outil financier est capable de le faire et vous allez pouvoir exporter un CSV à condition évidemment qu'on ait les informations bancaires minimum, ça va de soi. On va pouvoir ensuite importer ce CSV dans Payflows et nous, on va, sur cette base-là, créer un ordre bancaire parfaitement paramétré qui sera prêt à partir en banque. Et ça, c'est assez intéressant. Ça allait également dans une autre utilisation. Là, je ne sais pas quelle audience j'ai en face de moi, mais en tout cas, pour ceux qui ont des problématiques de remboursement client, c'était un très 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 gros pain à adresser chez Swile. On en avait 300, 400 chaque semaine, dont une partie qui était semi-automatisée. On peut importer des CSV avec tout un tas de lignes de remboursement et venir les traiter en masse directement dans Payflows. Et ça, c'est assez intéressant parce que d'aventure et d'expérience, les remboursements clients, on a l'habitude de ne pas créer forcément un tiers client pour un remboursement dans sa compta. Donc, généralement, c'est des process qui sont extrêmement manuels. Et donc, nous, on arrive à traiter de manière assez massive pour vous faire gagner beaucoup de temps. Et à titre d'exemple, moi, ma collaboratrice, elle passait 5-6 heures par semaine avant d'avoir Payflows sur les remboursements. Et donc, à la fin, elle passait plus qu'une demi-heure. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a mesuré le ROI de l'outil. Ici, ce que vous allez retrouver, c'est les différentes possibilités d'approbation. Donc, nous, on a fait le choix fort de demander 2 approbations. Une approbation intermédiaire qui peut émaner de la personne que vous souhaiterez, hein. Ça peut être à la compta, ça peut être un directeur financier, ça peut être un PDG, selon le type d'organisation et la taille de votre société. Et ensuite, une fois que l'ordre a été approuvé, il sera prêt à être envoyé. Et là, vous n'aurez plus qu'à le signer avec la clé 3SKey. Donc ça, c'est les clés de certificat électronique universel que vous avez dans toutes les banques, qui vous permettra vraiment là, donc généralement ça c'est un financier à cette étape-là, qui viendra envoyer le paiement directement à la banque. Et donc ici, dans cette même boîte de réception, mais statut envoyé, vous aurez l'ensemble de vos ordres avec les différents statuts, avec plus ou moins de granularité selon les types de reporting que vous aurez choisis. Il faut savoir que nous, on est tout à fait en mesure de gérer ce qu'on appelle, je fais un peu de technique de PSR. Les PSR, c'est des reporting bancaires qui vous donnent beaucoup de granularité sur l'exécution d'un paiement. Par exemple, être capable de savoir qu'une ligne dans une remise fournisseur a été rejetée et pour quelle raison elle a été rejetée. C'est des choses qu'on est capable de gérer et qu'on va être en mesure de vous mettre en évidence à travers cet onglet anomalie qui vous permettra d'être alerté visuellement sur tout ce qui a pu pas forcément bien se passer. Voilà. C'est quelque chose qu'on va beaucoup développer. On appelle ça le smart alerting, un joli mot pour vous dire que on va être en mesure, d'ici assez peu de temps, de vous notifier de tout ce que la machine aura détecté d'anormal. Donc, par exemple, j'envoie un virement fournisseur avec une date de valeur du jour. 3 jours après, il n'a toujours pas été décaissé sur le compte bancaire. Je viens alerter l'administrateur de Payflows. Voilà, c'est des choses comme ça qui permettront de vous faire gagner du temps et surtout de diminuer la charge mentale qu'on a tous. Et c'est des sujets sur lesquels on n'a pas envie forcément de passer beaucoup de temps, mais pour autant, il faut qu'ils soient bien exécutés. Romain Gladys, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est unique, on a 3 questions. Donc, il faudra être concis dans les réponses. Première question de Stéphane, est-ce qu'il y a aussi des exports intéressants vers Excel? Oui, bien sûr. On peut exporter les données vers Excel, vers CSV, que ce soit sur la page d'accueil, ce que je vous ai montré tout à l'heure, que ce soit les transactions qui sont complètement exportables, ou
que ce soit même, vous le voyez ici, hein, il y a un bouton, les différents remises bancaires qui ont été envoyées en banque. À tout moment, on peut exporter dans Excel. Parfait. Question de Jamil. Quels sont les avantages de Payflows par rapport à un outil comme Agicap, par exemple, et est-ce complémentaire? La question tarte à la crème, je l'aime bien celle-ci. Alors, c'est complémentaire, je ne sais pas. Peut-être. Je discute avec une société aujourd'hui qui est Agicap et qui veut le conserver, mais qui est aussi intéressée par Payflows pour sa communication bancaire. Donc, tout est envisageable. Après, c'est une question, je pense aussi de setup et de pourquoi vous voulez utiliser les outils. De manière générale, Payflows et Agicap sont quand même un peu concurrents, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que Agicap s'est construit, moi c'est une société que j'admire, hein, qui a une belle réussite, sur plutôt le stack des PME. Donc Oui, eux, leur succès, ils l'ont gagné avec des sociétés qui faisaient 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et leur produit, franchement, est extrêmement bien adressé pour ces sociétés-là. Et ils ont d'ailleurs des fonctionnalités qu'on n'a pas forcément au catalogue. Tandis que nous, on vient, comme vous l'avez compris, plutôt adresser des sociétés un petit peu plus matures en termes de taille, j'entends, qui vont adresser des niveaux de volumétrie un peu plus conséquents. Et par exemple, voilà, nous, on va faire du procurement, là où eux n'en font pas forcément. Nous, on va avoir des connecteurs avec les ERP, là où chez eux, c'est un peu plus balbutiant. On va être en mesure d'adresser des workflows de validation, comme vous le voyez, qui sont assez sophistiqués. Eux, c'est un petit peu plus simple, parce qu'encore une fois, Agicap s'est développé sur les PME. Nous, on vise plus l'ETI. Donc, on a deux produits qui sont quand même assez différents. Et ok. pour moi, la bonne réponse, c'est ça dépend vraiment de votre société et de vos problématiques, en fait. Ok. Et dernière question, quel est le coût d'utilisation de Payflows? La coût d'utilisation, alors ça c'est une Ou comment question ça marche, quoi? Ouais, si c'est du ouais, on me la pose toujours celle-ci. Alors vous pouvez avoir en tête que, donc je l'ai dit tout à l'heure, que le nombre d'utilisateurs est illimité dans Payflows, donc on ne facture pas du tout ce nombre d'utilisateurs. On ne facture pas non plus pour le moment le nombre de connecteurs bancaires que vous allez pouvoir rajouter dans l'outil au fur et à mesure de la vie du contrat. C'est vraiment quelque chose qu'on va dimensionner au démarrage. Ce qui va déterminer les différences de prix, c'est donc, est-ce que vous prenez le module achat? Oui, non. Est-ce que vous prenez le module trésorerie? Oui, non. Quel est le scope bancaire? Est-ce qu'on est que sur la France? Est-ce qu'on est sur un petit peu d'Europe? Est-ce qu'on même on sort d'Europe et qu'on va faire des choses un peu plus complexes? Ça, c'est des choses que nous, on va venir intégrer dans le prix et dans la maintenance, hein, parce qu'un connecteur bancaire, c'est une mise en place, mais c'est aussi une maintenance. Et Oui. ça va faire varier nos tarifs. Moi, si je vous donnais une grande fourchette, entre 20 et par exemple 40 000 euros pour les projets les plus complexes et les plus sophistiqués d'un point de vue international pour le moment. Voilà un peu où on se situera sur la partie trésorerie. Et sur la partie procurement, on sera à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, fonction de la C'est un complexité coût du projet. annuel? C'est un coût Ça, annuel c'est un dont coût tu de parles? SaaS annuel, voilà, Ok. sur lequel, bien entendu, si vous souscrivez les 2, bah, c'est évidemment un peu plus intéressant parce que on est tous gagnants, donc on fait des efforts commerciaux dès lors que vous souscrivez à l'ensemble du stack de Payflows. Voilà, de manière très transparente. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Frédéric? Alors oui, est-ce que le coût dont tu parlais justement, il intègre l'intégration? Le coût, non, Le très bonne setup, question. Les frais de setup, on en prend assez peu, voilà, voire dans certains cas, pas du tout. Ça dépend un peu, encore une fois, de la complexité. Je m'explique. Si vous avez un besoin très customisé d'intégrer un connecteur que l'on n'a pas encore aujourd'hui au catalogue et qui fait sens pour vous, on va le regarder, comme je disais tout à l'heure. Et par contre, peut-être, on va vous facturer quelques jours hommes qui vont nécessiter la mise en place de ce connecteur. Si la mise en place est extrêmement internationale et donc un peu complexe et va nécessiter du travail, on va potentiellement aller vous demander une participation, je vais vous donner un ordre de grandeur, de 5 à 10 000 euros, ce qui honnêtement est assez bas compte tenu des standards de marché. Je sais que d'autres TMS sont plus sur des 20-30 000 euros. C'est pas des choses que vous verrez chez nous. Voilà. Donc on ok. est plutôt très raisonnable là-dessus. C'est pas tellement la problématique de la maison. Et pourquoi on est raisonnable, juste pour finir là-dessus, c'est important de le comprendre. On ne travaille pas avec des intégrateurs. Voilà. Payflows vend et Payflows installe. Voilà. Donc c'est nous qui faisons tout. Donc il n'y a Ok, pas de bah ça conflit d'intérêt. c'est Voilà. On n'est pas là pour vous effectivement facturer une des grande jours. différence. Bon, il est 10 heures, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on respecte vraiment à chaque fois des Ouais. horaires précis. Bah, merci beaucoup Gladys, merci beaucoup Romain. Merci Frédéric. C'était très intéressant. Merci à Et vous. moi, je connais encore mieux maintenant Payflows, dont j'avais déjà eu une démonstration il y a quelques temps. Donc, j'espère devenir un jour un utilisateur parce que ça voudrait dire que Quincy a beaucoup grandi. J'espère bien. C'est ce que je te souhaite.
Merci à Merci, tous. bonne Merci journée. beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous pour votre participation. Au revoir.